Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la preview du 7e Grand Prix de la saison. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Louis, comment vas-tu ? Bonjour Clément, bonjour à tous, ça va très bien. Et aujourd'hui on présente le 1004e Grand Prix de l'histoire, la première des deux incursions en Amérique du Nord de la saison, le Grand Prix du Canada. Alors Louis, est-ce que tu peux nous présenter vite fait ce Grand Prix et ce circuit Gilles Villeneuve de Montréal ? Oui, tout à fait. Alors, le Grand Prix du Canada, c'est un des Grands Prix historiques de la Formule 1, parce qu'il faut voir qu'il est couru depuis les années 60. Il est couru à Montréal, par contre, depuis seulement, entre guillemets, 1978. Toujours sur le circuit de l'île Notre-Dame. Donc, c'est un circuit qui est situé sur une île au centre de Montréal. Et c'est un circuit assez particulier, donc ce circuit Gilles Villeneuve, du nom du héros national. C'est un circuit assez particulier parce qu'il est à mi-chemin entre un circuit urbain et un circuit permanent. Ça ressemble un peu aux deux. C'est un peu dans la même veine que Melbourne, si on veut. C'est un circuit qui a des parties très sinueuses, assez techniques, où il est pas facile de dépasser, notamment sur les deux premiers secteurs. Puis ensuite, on a un retour depuis l'épingle jusqu'à la ligne droite des stands, où là, c'est une très longue ligne droite avec une chicane, où c'est la puissance moteur qui va vraiment jouer là-dessus. Donc on s'attend, pour gagner à Montréal, en fait, il faut vraiment une voiture qui est bonne dans les deux domaines. Et toi, si tu as une mémoire de un événement qui t'a marqué sur ce Grand Prix, c'est quoi ? Alors, il y a plein d'événements mythiques qui se sont déroulés ici au Canada. Alors évidemment, il y a eu des Grands Prix très chiants, mais il y a eu plein d'événements mythiques au Canada. Il y a eu la victoire de Jean Alesi. On peut se souvenir aussi de la fois où Mansell a commencé à saluer la foule dans le dernier tour et qu'il a calé, il a pas réussi à repartir, et c'est Piquet qui l'avait emporté. On peut parler aussi de la première victoire de Kubica, de la première victoire de Ricciardo. Et puis évidemment, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que le Grand Prix en 2011 était, je pense, le Grand Prix que tout le monde doit voir pour voir de quoi est capable la Formule 1, quoi. Donc c'était vraiment un Grand Prix exceptionnel en 2011 avec la victoire de Button. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses super qui se sont passées au Canada, et j'espère que cette année ce sera aussi une super édition. Ouais, tu l'as dit, ce Grand Prix 2011. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, on vous le recommande parce que tout ce qui se passe dans cette course, ça dure très très longtemps avec l'interruption de drapeau rouge, mais c'est exceptionnel. Du premier au dernier tour, on a du spectacle plein les yeux et c'est un moment assez exceptionnel. Et on espère cette année, bien évidemment, un grand spectacle. Alors, on repart d'Europe et on a eu beaucoup d'actualités qu'on va un peu détailler aujourd'hui. La première, c'est Mercedes qui amène enfin son upgrade après Ferrari, après Renault. Qu'est-ce que tu attends toi de cette upgrade Mercedes, sachant qu'ils sont déjà tout en haut et que Ferrari après son upgrade a semblé un peu moins bien qu'avant celle-là, donc est-ce qu'il y a un risque pour Mercedes ou est-ce que voilà, le train est encore en marche continuellement, qu'est-ce que tu en attends? J'en attends pas grand chose en fait, puisqu'on se demande même s'il y avait besoin d'apporter un upgrade sur le moteur, tant Mercedes est au-dessus. Maintenant, on a tendance à dire depuis le début de saison que le moteur Ferrari est légèrement au-dessus du moteur Mercedes, ou en tout cas pas très loin. Bon, ça reste à prouver. Mercedes a dit être un peu inquiet de la puissance du moteur Ferrari justement à Montréal, notamment dans la grande ligne droite. Bon, honnêtement, je pense que il y a peu de chances pour que Mercedes se plante. Ils ne se sont jamais vraiment plantés dans la conception de leur voiture, etc. Donc je pense que l'upgrade moteur, au pire, n'apportera rien, et dans le meilleur des cas, apportera encore plus de performance. Ce sera encore plus dur pour Ferrari de suivre les Mercedes. Ouais, pour les Ferrari et pour le reste du paddock, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, Mercedes a quasiment réalisé un sans faute. C'est vrai qu'à Monaco, il y a eu même pas un petit couac, mais bon, le doublé n'a pas été assuré pour une fois. Oui, c'était pas tout à fait de leur faute. Mais oui. C'était pas tout à fait de leur faute, et sur un circuit, on va dire, plus normal, le doublé aurait été assuré par Valtteri Bottas. Donc on fait confiance à Mercedes pour cette course. Une autre écurie qui doit confirmer pendant cette course ses bons progrès et sa forme actuelle, et ça je sais que ça te tient à cœur, c'est McLaren qui est pour l'instant 4ème écurie, qui a déclaré qu'il voulait quitter ce milieu de peloton dès cette année pour rejoindre le Big Three. Est-ce que pour toi McLaren est en passe de le faire maintenant ? Alors, quitter le milieu de peloton cette année, personnellement j'y crois pas. Ça semble dur, ouais. Ouais, pour moi ça va être très compliqué. En revanche, oui, finir 4ème, ils peuvent. On voit que Renault est en difficulté, Racing Point, Alfa Romeo n'ont qu'une seule voiture, donc pour eux c'est tout bénef, et je pense qu'il y a vraiment moyen de terminer 4ème. Maintenant, je sais pas si tu vois une autre écurie réussir à aller les chercher pour la 4ème place, mais je pense qu'ils sont en bonne voie, ouais.
Bah écoute, il y a une autre écurie auquel on va s'intéresser qui est pour l'instant cinquième. Alors c'est Racing Point, c'est pas là pour l'instant, ils sont pas dans une bonne forme depuis le retour en Europe. On attendait des évolutions qui ne sont pas arrivées, mais ce week-end ils jouent à domicile, entre parenthèses puisque les patrons sont canadiens, mais l'écurie est basée au Royaume-Uni. Lance Stroll joue à domicile surtout, et comme tu l'as dit très justement, pour l'instant Racing Point n'a qu'un seul pilote, c'est Sergio Pérez. Moi je sais pas toi, mais je sens que ce week-end-là va pas forcément réussir à Lance Stroll, que c'est pas parce qu'il va être de retour sur ses terres que ça va aller un peu mieux, et je le vois même sous pression et en difficulté chez lui. Bah, oui, il sera certainement en difficulté, il a été en difficulté sur tous les circuits depuis le début de saison. Pour info, Pérez marque 13 points et lui 4, donc c'est pas non plus une énorme déculottée, mais enfin il est quand même, il y a pire dans le paddock, ouais. Voilà, il est quand même bien dominé par son équipier. Il a du mal à performer, que ce soit en qualification ou en course. Il est encore brouillon, donc maintenant je pense pas que ça puisse se résoudre en une seule course parce qu'il sera à domicile. Ça restera une course compliquée pour lui. Maintenant on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme par exemple il avait pu signer un podium à Bakou il y a 2 ans. Tout à fait. Et j'ai envie de te poser une question d'ailleurs pour revenir sur McLaren. Est-ce que tu ne penses pas que la seule écurie qui peut les inquiéter aujourd'hui dans ce milieu de peloton, dans la forme actuelle, c'est Toro Rosso? Ah bah alors c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est vrai que Toro Rosso dispose de 2 bons pilotes. Albon est toujours en phase d'apprentissage. Fiat est toujours un petit peu brouillon lui aussi. Mais en tout cas la voiture semble bien née. Ils ont été bons sur de nombreux circuits, ils ont été présents, ils n'ont pas été très chanceux. Il faut voir que Toro Rosso a marqué des points sur 5 des 6 premières courses de la saison. Maintenant, ils ont quand même un déficit assez important. Ils ont mis 2 fois moins de points que McLaren pour l'instant. Donc ça va être compliqué à rattraper, mais Toro Rosso a une bonne carte à jouer cette année. Mais je pense que ce ne sera pas les seuls à courir après McLaren, parce que chez Racing Point ou chez Alfa Romeo, on aura une voiture capable d'y aller. Chez Renault, on veut remonter aussi. Et puis il y a Haas qui a certes des problèmes avec ses pneus, mais qui sera là aussi pour essayer d'aller chercher McLaren. Donc d'ailleurs, il y a eu pas mal de commentaires faits sur les pneus cette semaine, et Haas a dit qu'ils arrivaient peut-être à enfin trouver la clé pour comprendre les pneus. Alors est-ce que ça va se concrétiser? On ne sait pas, mais c'est vrai que le retour de Haas et surtout de Renault peut être intéressant dans la deuxième partie de saison. Pour l'instant il y a un peu plus de mal, mais on espère que la machine va se mettre en route. Une écurie pour laquelle la machine se met toujours pas en route, et on en vient à se désespérer et à même à se demander s'il ne faut pas passer à l'année prochaine, c'est Williams qui apporte des évos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le statut de Williams aujourd'hui? Alors oui, donc Williams depuis le début de saison, et finalement c'était quelque chose qu'on entrevoyait déjà en fin d'année dernière, a complètement loupé la conception de sa monoplace. Il y a eu beaucoup de têtes d'ailleurs qui sont tombées chez Williams dès la fin de l'année dernière et jusque cette année, notamment Rob Smedley qui a été évincé. J'ai un doute, je crois que c'est Padilla aussi qui a été... Tout à fait, ouais. Qui a été évincé, ou du moins qui est parti, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est jamais bon signe de voir des ingénieurs qui sont très réputés comme ça quitter le navire, que ce soit de leur plein gré ou non d'ailleurs. Donc c'était très mauvais signe. On savait que la voiture allait être mal née, on a vu les pilotes en grande difficulté dès le début de saison, avec un George Russell qui manque d'expérience bien sûr pour développer la voiture. Il est très talentueux, mais il manque d'expérience pour développer une voiture. Un Robert Kubica qui lui aussi manque d'expérience, ça fait 10 ans qu'il n'a pas piloté en Formule 1. Donc la voiture est mal née, les pilotes ont du mal, elle est très récalcitrante à être pilotée cette voiture. Et donc aujourd'hui Williams souhaite apporter des améliorations sur la voiture, c'est la première grosse évolution qu'il y aura sur la voiture cette année, en espérant aller dans le bon sens pour voir justement si la voiture mérite d'être encore développée. Mais à mon avis, il y a très peu de choses à espérer de ces évos. Même s'ils gagnent 1 seconde, ils seront toujours pas capables d'aller chercher les points à la régulière. Et à mon avis, il vaut mieux se concentrer dès maintenant sur l'année prochaine. En tout cas, je ne sais pas ce que tu penses de Williams. Je ne sais pas si toi, tu les vois revenir, mais moi, c'est pas mon cas. Mais écoute, je suis assez d'accord avec toi, surtout que tu l'as dit, Ross Medley qui a quitté le navire l'an dernier a fait une déclaration qui a été assez inquiétante, où il a dit que lorsqu'il est arrivé chez Williams, ils avaient mis en place toute une unité de recherche et développement, toute une cellule qui était dédiée à 100% à ça, et qu'une fois qu'il est mis en place, en fait, ils n'ont jamais reçu beaucoup d'argent, voire pas du tout d'argent de la maison mère pour développer des pièces en permanence, comme peut le faire aujourd'hui Mercedes, comme peut le faire Red Bull, et ça il l'a mis en place en 2015-2016, donc quand Williams était dans le top 4, hein. Donc à un moment Williams était dans une bonne synergie et avait beaucoup d'argent. Le problème c'est que cette structure elle n'a pas été mise à ce moment là, et aujourd'hui on en paye les conséquences chez Williams. Et comme tu as dit, moi je les vois
traîner derrière tout au long de la saison, peut-être ne pas accrocher un seul point, ou alors dans une course de grand n'importe quoi où tout le monde abandonne à part eux, peut-être qu'ils arriveront à accrocher un point comme Sirotkin l'an dernier, mais c'est extrêmement délicat de les voir comme ça, et je pense que tu as raison. Il faut qu'ils se concentrent dès maintenant sur l'an prochain. Alors oui, ils peuvent faire leurs évos pour le Canada, mais si ça marche pas, tout le budget sur l'an prochain, et on abandonne cette voiture qui de toute façon ne sert à rien. George Russell est en apprentissage, donc il apprendra de toute façon avec n'importe quelle voiture, et Robert Kubica, malheureusement c'est peut-être juste une année comme ça, donc mieux vaut le sacrifier pour la pérennité de l'écurie. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tiens, je sais pas si tu as vu, il y avait une rumeur intéressante, on va sans transition là, tout à fait. Il y a une rumeur intéressante qui vient d'Italie, je crois, qui parle d'une possible retraite de Sébastien Vettel à la fin de la saison. Donc vous commencez tous à savoir ce que je pense de Sébastien Vettel, donc je vais te laisser peut-être plutôt expliquer un peu ce que toi tu penses de cette rumeur de retraite de Vettel. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Bah écoute, déjà c'est super que tu parles des rumeurs, parce que j'allais ensuite parler d'une autre rumeur, donc nous sommes dans la partie potin de l'émission, c'est formidable. Écoute, sur Vettel, moi j'ai à peu près le même avis que toi, c'est-à-dire que pour moi il doit plus ses 4 titres à Adrian Newey qu'à lui-même, et qu'il a toujours été en difficulté lorsque un jeune coéquipier est arrivé, on l'a dit. Lorsque c'était le cas avec Ricciardo en 2014 chez Red Bull, il a préféré fuir le combat et partir dans une autre écurie, et l'écurie qui lui tendait les bras c'était Ferrari. Maintenant aujourd'hui, s'il fait la même chose chez Ferrari, qu'il fuit le combat pour aller autre part, il n'a pas tant de solutions que ça, parce qu'aucune autre écurie ne voudra l'accueillir, même pas Mercedes qui possède 3 pilotes dans son roster, ces 2 titulaires, Hamilton, Bottas, et un 3e pilote avec Esteban Ocon, qui sont tous les 3 prêts à prendre le siège, et qui ont tous les 3 prouvé, surtout les 2 titulaires, qu'ils ont le niveau pour combattre. Et aucune écurie ne voudrait d'un pilote qui a fui 2 fois ses responsabilités pour aller se cacher ailleurs. Surtout que Vettel a dit qu'il ne voulait pas se battre en milieu de peloton, donc ça réduit fortement les possibilités, et je trouve cette rumeur de retraite, malgré le fait qu'il l'ait démenti, plutôt crédible. Alors peut-être pas dès fin 2019, mais je pense qu'en 2020, si l'an prochain, encore une fois, Charles Leclerc prend un avantage psychologique sur lui, et la saison n'est pas finie, mais pour l'instant c'est ce qui se passe, et que lui n'arrive pas à faire progresser la voiture, à faire progresser l'équipe et à aller chercher ce titre de champion du monde. Il est quand même là depuis 2015, ça fera 6 saisons fin 2020 qu'il sera chez Ferrari pour peut-être 0 titre. Là je pense qu'on pourra sérieusement parler de retraite pour 2020. Oui, tout à fait. Et puis, faut voir aussi que l'année prochaine, Charles Leclerc sera encore plus en confiance. Il aura encore plus envie d'aller chercher Vettel. Ouais. Donc, ce sera encore plus difficile pour Vettel de réagir. Et donc, tu nous disais qu'on était déjà dans la silly season. Tu avais une autre rumeur. Écoute, j'avais une autre rumeur. Alors, l'an dernier au Canada, on avait eu la rumeur de l'ami Brendan Hartley remplacé en cours de saison. Ça ne s'est jamais fait, mais sait-on jamais. Là, c'est une rumeur sur Marcus Ericsson. Alors, Marcus Ericsson qui a annoncé qu'il voulait piloter la Sauber de cette année, la C38, au cours de la saison, lors d'essais. On sait qu'il est toujours pilote de réserve. Et on sait surtout que l'IndyCar, ça se termine en septembre. Et donc, de septembre à novembre, il est totalement disponible pour Alfa Romeo. Et là, j'ai besoin de ton avis, puisque un Marcus Ericsson disponible et qui a envie de piloter cette F1 en 2019, est-ce que ça vaut pas le coup de le tenter à la place d'un Giovinazzi qui est pour l'instant derrière, seul, abandonné, et qui ne fait pas beaucoup de grosses performances? Écoute, moi à la place des dirigeants de Sauber, je pense que je tenterai le coup au moins sur un one-shot, sur un circuit où Ericsson se sent bien, où il a envie de rouler. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. On sait que Giovinazzi est quand même soutenu par Ferrari, qui donne beaucoup d'argent à Alfa Romeo. Il faudrait aussi que Ericsson trouve des budgets pour faire une course chez Sauber, enfin chez Alfa Romeo, et on sait aussi que ces dernières années c'est de plus en plus rare de voir des pilotes faire un one shot dans une écurie comme ça, donc je pense honnêtement que ça ne se fera pas, même si Ericsson va tenter de réaliser ça. Ouais. Après, ce qu'on peut dire, c'est que une partie du budget aujourd'hui de Sauber, une partie des actionnaires de Sauber est aussi amenée par les anciens sponsors de Marcus Ericsson qui se sont un peu plus éloignés de lui, mais qui ont toujours des liens avec le pilote. Donc est-ce que pour un coup ça pourrait le tenter? C'est pour ça aussi que cette rumeur paraît un peu crédible, mais c'est vrai que la place de Giovinazzi est assurée par Ferrari,
Mais il faudra que le bonhomme fasse attention pour l'an prochain parce qu'il y a un jeune Mick Schumacher qui arrive et d'autres jeunes pilotes de Ferrari Driver Academy qui pourraient bien lui prendre sa place. On va passer au prono, au duel d'abord entre coéquipiers, comme d'habitude. Écurie par écurie, dans le classement des championnats du monde, tu me dis qui va dominer l'autre pendant ce week-end de Grand Prix du Canada. Chez Mercedes, qui vois-tu dominer qui ? Lewis Hamilton, je vais pas prendre de risque. Bah écoute, je te suis sur cette non-prise de risque. Chez Ferrari. Chez Ferrari, c'est un peu plus compliqué. Je verrais bien Vettel se reprendre un petit peu. Il a une bonne course à Montréal, à Monaco, pardon, et je le vois bien continuer sur sa lancée à Montréal. Bah écoute, moi je vois bien Charles Leclerc et la vengeance après ce que Ferrari lui a fait chez lui. Chez Red Bull. Chez Red Bull, Verstappen, sans hésitation. Ouais, là je te suis sur Verstappen, il n'y a pas de souci. Chez McLaren. Et ben Carlos Sainz lui aussi est sur une bonne série, donc je vais dire Carlos Sainz. Et bah écoute, je vais dire Lando Norris. Chez Racing Point. Perez. Bah écoute, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Perez, Stroll à domicile, ça fera pas le poids. As. Je reste sur Grosjean, j'aime beaucoup Grosjean, je crois qu'il va y arriver. Eh ben écoute, j'ai envie de te suivre sur Grosjean, tu sais quoi, c'est un Grand Prix qu'il aime bien, donc Romain Grosjean, pourquoi pas. Chez Toro Rosso. Allez, Albon. J'ai plutôt pronostiqué Kiat, mais je vais te suivre sur Albon cette fois-ci. Renault. Ricciardo, qui commence vraiment à prendre la mesure de Hülkenberg ces derniers temps. Ouais, Ricciardo, il n'y a pas de souci. Chez Alfa Romeo. Oui, Raikkonen. Eh ben écoute, je vais te suivre sur Raikkonen. Et chez Williams. Allez, je vais faire un coup de poker. Kubica a remporté son premier Grand Prix ici, je vais dire Kubica. Ah bah écoute, j'avais noté Kubica aussi pour les mêmes raisons, c'est pour le Grand Prix du Canada 2008. Ton pronostic, ton podium et ton driver of the day pour ce Grand Prix du Canada. Allez, victoire de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. On repart sur un nouveau doublé Mercedes et puis Seb Vettel, et puis pourquoi pas une Ferrari ou une Red Bull comme Driver of the Day, pourquoi pas aller Verstappen qui fait toujours le show, donc on peut l'imaginer Driver of the Day. Eh ben écoute, je vais mettre Hamilton aussi comme vainqueur devant Charles Leclerc. Je le vois vraiment bien se rattraper. Et Max Verstappen, donc course folle, 3 voitures différentes sur le podium. Et comme driver of the day, et ben écoute, vu qu'on sera au Canada, d'une manière ou d'une autre, ce sera Lance Stroll. Je sais pas encore par quel moyen il va nous sortir ça, mais driver of the day, Lance Stroll. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce Grand Prix du Canada. Non, pas du tout, j'ai hâte d'y être, écoute. Ouais, c'est vrai que c'est un super Grand Prix, on a vraiment hâte d'y être et c'est souvent un des beaux Grands Prix de la saison. On s'ennuie rarement au Canada, donc voilà. Je te remercie Louis d'avoir été avec moi pour cette preview du Grand Prix du Canada. On se retrouve après la course pour débriefer ce 7e Grand Prix de la saison. On aura fini le premier tiers de la saison après ce Grand Prix. Et profite bien de ta course et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous et bonne course.